Mercredi 8 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, nous allons toujours entamer le journal par la page Faits divers. Le corps sans vie de Judy Kael a été retrouvé ce matin vers 7 h à Ntomadine à Avoni. Ce jeune homme de 21 ans faisait l'objet d'un avis de recherche après sa disparition depuis lundi soir. Il a été découvert dans un caniveau non loin de son domicile. Les causes de son décès restent pour l'heure inconnues. Toutefois, selon les témoins qui ont vu le corps, son téléphone et son argent étaient encore sur lui. Dans la tristesse et les larmes, le père de Judy Kael a lancé un appel pour que l'enquête soit accélérée et que l'on se penche sur ce drame, source d'effroi et de douleur au sein de la communauté. Reportage sur les images de Yves Janel. C'est dans un caniveau que Judy Kael, un jeune homme de 21 ans, porté disparu depuis lundi dernier, a été retrouvé. Son corps était allongé, face contre terre, la capuche sur la tête. Ce sont des commerçants et des riverains d'Ntomadine Kavone qui l'ont aperçu les premiers après avoir remarqué quelque chose d'inhabituel le flottant dans l'eau. Après la découverte du corps, sa famille, qui habite à moins de 50 mètres du lieu de la découverte, a été appelée. Selon les témoignages de ceux qui ont assisté à l'extraction du corps du caniveau, son téléphone et son argent se trouvaient encore sur lui. La famille attend également les résultats de l'enquête afin de connaître les causes du décès de leur enfant. L'espoir de la famille de Judy Kael s'est transformé en larmes et en silence. C'était un jeune homme encore plein de rêves et d'espérance, mais tout s'est brusquement arrêté. Ce drame suscite de nombreuses interrogations au sein de la famille. Pour elle, l'urgence est de rendre rapidement publics les résultats de l'enquête concernant leur enfant. Elle appelle également à la prise de mesures face à ce fait qui plonge la communauté dans l'inquiétude. Judy Kael sera veillée à son domicile familial à Ntomadine Kavone à partir de ce soir, puis inhumée dans le caveau familial à Mbatolin-Petsim. Et justement, les statistiques sont alarmantes concernant les cas de disparition de personnes à travers Madagascar au cours des 6 premiers mois de cette année 2026. Selon les données enregistrées par la police nationale, 172 enfants ont été portés disparus, dont 70% dans la région Analamang. La moitié d'entre eux est encore recherchée actuellement, tandis que certains ont déjà été retrouvés et d'autres ont perdu la vie. Les détails avec Anienne Martina et Yves Janel. La population malgache tout entière vit actuellement dans l'inquiétude. La situation est devenue préoccupante dans le pays face à la multiplication des cas de disparition de personnes à travers l'île. Chaque jour, des alertes et des avis de recherche circulent également sur les réseaux sociaux. Ici, cette université privée a même été contrainte de réduire les heures de cours en raison de la situation. La direction de l'établissement informe les étudiants que, compte tenu de la situation à Antananarivo, marquée par des cas inquiétants de disparition de personnes, les horaires de cours ont été réaménagés afin de renforcer la sécurité des étudiants. Selon les données de la police nationale, 70% des enfants portés disparus à travers l'île proviennent d'Antananarivo. D'après les statistiques, 172 enfants ont été déclarés disparus à Madagascar au cours des 6 premiers mois de l'année 2026. Parmi eux, 119 cas ont été recensés dans la région Analamang. Jusqu'à présent, 81 de ces enfants disparus ont été retrouvés, dont 63 à Analamang et 18 dans les régions. En revanche, 83 restent introuvables. La peur règne pleinement à Antananarivo. Les habitants sont dans l'angoisse. Selon les informations communiquées, 400 militaires, gendarmes et policiers ont été déployés en toute la capitale afin de renforcer la sécurité actuellement. Toujours dans cette page Faits divers, les corps de Tulch à 20 ans et de Rav ou 15 ans ont été retrouvés ce matin dans les eaux de Mantassou. Tous deux étaient élèves, résidaient à Mantassou et étaient portés disparus depuis le 3 juillet. Leurs familles et leurs proches avaient lancé des appels à témoins sur le réseau social Facebook. Une relation amoureuse interdite serait la raison de leur disparition. Une lettre aurait été laissée avant qu'ils ne soient plus retrouvés. Ils ont finalement été découverts morts aujourd'hui à Mantassou. Et selon un professionnel de santé mentale que nous avons interrogé aujourd'hui, c'est un profond mal-être qui pousse une personne à passer à l'acte ultime de suicide et cela se manifeste par des changements de comportement au sein du foyer. Le rapprochement et la communication entre les membres de la famille constituent la première solution. Reportage.
Selon les simples citoyens, les problèmes sociaux ou familiaux, les difficultés amoureuses, ainsi que les réprimandes excessives des parents figurent parmi les causes qui peuvent conduire les jeunes au suicide. De nombreux cas de tentatives de suicide ou de suicide sont déjà pris en charge dans les centres d'accompagnement psychologique et pas seulement évoqués sur les réseaux sociaux. Le psychologue que nous avons interrogé a indiqué que la fragilité psychologique constitue la principale raison qui pousse une personne à commettre l'acte ultime, le suicide, un phénomène devenu plus fréquent actuellement. Concernant le cas du jeune couple Amantassou, le psychologue a expliqué que l'un des deux présentait une fragilité psychologique et qu'ils se sont mutuellement convaincus. La fragilité psychologique se manifeste par des changements de comportement au sein du foyer, selon ce spécialiste. Le rapprochement et le renforcement de la communication constituent les premières solutions. Dans la suite des actualités de ce soir, c'est du côté des Fukuntan de Manartsu à Natiaz et Manartsu à Vogne que des problèmes sont survenus aujourd'hui à la suite du remplacement du chef de Fukuntan. Les habitants refusent la nomination d'un nouveau chef de Fukuntan. La passation de service prévue dans l'après-midi n'a pas pu avoir lieu. Reportage signé Radra Mananzatou et Yves Janel. Les habitants ont bloqué le bureau du Fukuntan de Manartsu à Natiaz et de Manartsu à Vogne, empêchant son ouverture dans l'après-midi. Une passation de service devait y être organisée entre l'ancien chef de Fukuntan et le nouveau chef de Fukuntan récemment nommé. Les habitants ont refusé l'installation d'un chef de Fukuntan désigné. L'ancien chef de Fukuntan est arrivé sur les lieux et a été accueilli dans la joie par les habitants. Le nouveau chef de Fukuntan, qui devait prendre ses fonctions, s'est également rendu sur place, mais il a été hué par les habitants. La passation de service prévue dans l'après-midi n'a pas pu se tenir. Dans la page sportive, voici les résultats des matchs de la Coupe du Monde 2026 disputés hier mardi 7 juillet 2026. Ces rencontres ont clôturé la phase des huitièmes de finale du mondial. Reportage. L'Argentine s'est imposée face à l'Égypte sur le score de 3-2 hier soir. L'Égypte a ouvert le score face à Yasser Ibrahim à la 15e minute. L'Argentine a obtenu un pénalty en première période, mais Messi n'a pas parvenu à le transformer. Après la pause, en seconde période, l'Égypte a doublé la mise à la 67e minute par l'intermédiaire de Moustapha Zico. Menée 2-0, l'Argentine a changé le rythme et a réduit l'écart grâce à Cristiano Romero à la 79e minute. À partir de là, les Argentins ont repris confiance. Messi a ensuite égalisé à la 83e minute avant qu'Enzo Fernandez n'écrive le but décisif dans le temps additionnel à la 93e minute, offrant ainsi à l'Argentine sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. La rencontre entre la Suisse et la Colombie a été très disputée. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge après 120 minutes de jeu. Le match a donc dû se décider au tir au but et la Suisse s'est imposée sur le score de 4 tirs au but à 3. Il n'y aura pas de match aujourd'hui. Quant au programme des quarts de finale, il se présente comme suit. La France affrontera le Maroc, la Belgique défiera l'Espagne, la Norvège sera opposée à l'Angleterre, l'Argentine croisera le fer avec la Suisse. Dans les actualités internationales, le président américain Donald Trump a affirmé aujourd'hui à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé, ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions. France 24. Comme un air de déjà-vu. Plusieurs explosions dans la grande ville portuaire iranienne de Bandar Abbas. Les États-Unis annoncent avoir lancé la nuit dernière une nouvelle campagne de frappe sur l'Iran. Les cibles, selon le commandement américain qui fournit ces images, des systèmes de défense antiaérienne, des réseaux de surveillance, des embarcations des gardiens de la Révolution. En tout, près de 80 sites. Le cessez-le-feu est terminé selon Donald Trump. Je pense que c'est fini. Je ne veux plus négocier avec eux. Ce sont des ordures. Ils sont malades. Ils sont dirigés par des malades. Le président américain réagit à des tirs iraniens sur 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. Américains et Iraniens s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu signé mi-juin. Et la riposte iranienne n'a pas tardé. Elle a été annoncée à la télévision d'État. La marine et l'aviation des gardiens de la Révolution ont frappé 85 installations militaires américaines stratégiques avec des missiles et des drones.
85 cibles américaines à Bahreïn et au Koweït. Le Koweït, où les alarmes ont de nouveau retenti et où les autorités appellent à la désescalade, comme leurs voisins régionaux, inquiets de l'avenir des négociations. Cette montée des tensions intervient alors que l'Iran organise depuis samedi les funérailles du guide suprême, tué le premier jour de la guerre. Des cérémonies que la République islamique met en scène comme une démonstration de force. Et le cercueil de l'ayatollah iranien Ali Khamenei fait une halte en Irak aujourd'hui pour des processions dans les villes de Najaf et Karbala qui abritent des sanctuaires les plus sacrés de l'islam chiite avant l'inhumation dans son pays d'origine. France 24. Le cercueil d'Ali Khamenei défile dans les rues de Najaf, accompagné par des milliers de personnes. En ce jour, déclaré férié par les autorités irakiennes, le cortège funèbre se rend au sanctuaire de l'imam Ali, l'un des lieux les plus sacrés du chiisme, courant de l'islam majoritaire parmi la population irakienne. Mardi soir, sous un portrait de l'ayatollah, des fidèles se mortifiaient en attendant de lui rendre hommage. L'arrivée d'Ali Khamenei parmi nous est le plus grand honneur qui soit. Et si Dieu le veut, nous lui resterons fidèles et lui rendrons un peu de ce qu'il mérite dans notre ville sainte de Najaf. Plusieurs hauts dirigeants iraniens ont fait le déplacement en Irak, dont le président Massoud Pezeshkian, qui a dû écourter sa visite après les frappes américaines de ces dernières heures, le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, ou encore Ismail Khahani, le dirigeant de la force Al-Quds, branche des opérations extérieures des gardiens de la Révolution. Un signe de l'importance politique et stratégique pour Téhéran et Bagdad de cette tournée funèbre. Après Najaf, le cortège est attendu à Karbala, autre ville sainte du chiisme. Ses habitants s'attendent à une très forte affluence. Certains évoquent des millions de personnes. Nous sommes présents depuis 4 jours pour installer des tentes en vue d'accueillir les personnes en deuil et les participants au cortège funéraire de l'imam Ali Khamenei. Ces obsèques s'achèveront jeudi en Iran, dans sa ville natale de Mashhad. À l'international, toujours au Venezuela, 15 jours après les 2 violents séismes, le bilan s'alourdit de jour en jour et s'élève désormais à 3685 morts. Un chiffre sans doute bien en deçà de la réalité. Le nombre de personnes disparues se compte par milliers, voire par dizaines de milliers. À la Guajira, au cœur de la zone sinistrée, un fast-food s'est mué en poste de soins improvisé où des bénévoles soignent les corps comme les esprits. France 24. Ce fast-food situé à Caraballo, dans la zone la plus touchée par le double séisme au Venezuela, a d'abord été saccagé quelques heures après le tremblement de terre, puis 2 jours après, des médecins et des volontaires se sont installés ici. Ils ont obtenu l'autorisation du concessionnaire pour utiliser l'espace et offrir des consultations de médecine générale, de psychologie et même des vétérinaires. Elle est très déprimée. Hier, elle était brûlante parce que sa mère est morte dans le séisme. Peut-être qu'elle ressent la douleur. Il n'y a pas que la santé humaine, physique et mentale. Les animaux aussi font partie intégrante de notre vie quotidienne. J'étais dans le tremblement de terre à Zuma et les gens tombaient. J'en ai vu qui se jetaient par les fenêtres. Et moi, j'ai couru. Et j'ai vu pas mal de blessés aussi. Nous voyons des personnes qui ne parviennent plus du tout à contenir leurs émotions. Certaines ne sont toujours pas sorties de l'état de choc, même après 12 jours, parce qu'elles n'ont pas encore pu récupérer les corps de leurs proches. Je suis venue ici en tant que psychologue, mais les besoins sont infinis. Parfois, le plus grand soutien qu'on puisse apporter à quelqu'un, c'est de lui donner de l'eau pour qu'il tienne le coup, de l'eau fraîche parce qu'il fait trop chaud pour qu'il reste hydraté. On voit beaucoup de maux de tête parce que les gens ne mangent pas, ne se lavent pas, ne s'hydratent pas. Bientôt 2 semaines après le séisme, les besoins médicaux concernent surtout la santé mentale. Les habitants de la Guajira doivent à présent enterrer leurs morts. Souvent, ce sont plusieurs membres de leur famille et on estime que plusieurs milliers de victimes seraient encore ensevelies sous les décombres. Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Bonne soirée à tous. Au revoir.